Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Vous le savez, avec un invité, toujours avec un collègue, la plupart du temps journaliste pour la chronique. Téléspectateurs de Mandé TV, j'espère que vous êtes bien assis et surtout ne ratez pas de suivre le direct sur la page Facebook. Sur ce plateau, j'ai Monsieur Sori Aïdara, dit Sori de Moti. Il est journaliste, directeur de publication de Nouvelle Patrie. Chers confrères, collègues, bienvenue. Merci Fadima. Ça va? Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et pour décrypter l'actualité, parler du quotidien à un certain niveau, afin que mon ou mes téléspectateurs en tirent profit. Merci beaucoup de vous rendre disponible pour ce plateau. C'est un plaisir. On fait un coucou à la diaspora en même temps, surtout. Et j'ai mon invité. Il s'appelle Monsieur Oumar Dionfaga. Il est le président des enseignants du secteur privé. Ouais. Monsieur Dionfaga, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Oui, bon, ça va. Président des enseignants du secteur privé, téléspectateurs, nous en saurons davantage tout au long de cette émission, tout simplement. Et comme on ne va pas tarder, on va aller tout de suite avec nos sujets, nos dossiers, comme on aime très bien les appeler sur ce plateau. Le premier dossier qu'on a, il s'agit toujours de l'énergie du Mali, notamment l'inauguration de certaines centrales solaires par le président de la transition, monsieur le colonel Assimi Goïta. Il a inauguré le 24 mai dernier la centrale de Sanan-Korba qui doit pouvoir faire 200 mégawatts et le 28 mai dernier aussi, la centrale de Safo qui doit pouvoir faire 100 mégawatts et il est prévu pour le 1er juin la centrale de Tigabougou qui va aussi produire 100 mégawatts crête. Il faut le préciser. Monsieur Dionfaga, oui. La crise énergétique, on la voit, c'est une très bonne nouvelle. Les Maliens suffoquaient de ce manque d'électricité. Vous avez raison. Et cette crise-là, je pense qu'elle n'a que trop duré. En fait, et chaque jour, on a comme une impression que l'IDEM s'affaiblit de jour en jour. Souvent, je pense qu'au départ, on avait pratiquement 12 heures avec l'électricité. Et après, c'est venu à 10 heures, 8 heures, et maintenant, nous avons à peine 4 heures. Donc, peu importe ce que le président est en train de faire avec les membres du gouvernement, je pense qu'il ferait mieux vraiment d'accélérer les choses. Sinon, franchement, les Maliens souffrent. Et vraiment, aller ouvrir des centrales photovoltaïques, par-ci, par-là, c'est une bonne idée. Mais souvent aussi, au départ, je pense que récemment, ils avaient parlé qu'on va avoir beaucoup d'essence venant du Niger et que cela allait soulager les Maliens. Bon, c'est pas, est-ce qu'on en parle encore? Et puis aussi, à un moment aussi, on parlait aussi de l'énergie nucléaire. Tout ça, je pense que quand même, si ce sont ces centrales nucléaires-là, ces centrales photovoltaïques qui sont leur dernier recours, je pense qu'il y a des Maliens qui, franchement, c'est le dernier recours et qui ils vont continuer sur cette lancée. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je me retourne vers mon confrère, collègue. Je répète ici pour nos téléspectateurs que c'est un doyen, c'est un doyen de la presse, pratiquement plus de 30 ans de carrière. Ça veut dire tout de suite après les années 91, c'est ça? 94, 95. Oh là 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 là. Alors, cette crise, quelle est l'analyse, le regard d'un doyen de la presse? Au Mali, il n'y a pas de délestage, si je comprends bien le terme. Plutôt, manque d'électricité. Et s'il arrive qu'en dépit des difficultés que nous connaissons, que le gouvernement ou l'État du Mali ait l'idée d'installer des centrales photovoltaïques, comme si ça arrivait avec Sanan-Korba et Safo, ça peut pallier une partie du déficit d'énergie au Mali. Mais tout ça, qu'est-ce qui nous a amené à tout ça?
Qu'est-ce qui a conduit le Mali à cette manque d'électricité? Et qu'est-ce qui a aggravé la situation? Moi, je vais être très clair. On a fait beaucoup de tapage autour du retour de l'électricité. Ça fait beaucoup mal aux gens qui attendaient peut-être, on nous a dit, au mois de carême, ça va finir. Ça ne s'est pas aggravé au mois de carême, mais plutôt après le mois de carême. On a vu des cycles où on a le courant 12 heures, 13 heures par jour. On est tombé à 8, 9 heures par jour. Et finalement, on est à 3 ou 4 heures. Oui. Mais le problème de l'énergie du Mali, de l'électricité, pendant qu'on travaille sur Safo et Sanakorwa, mais qu'est-ce qui empêche les autorités de renégocier les termes du contrat de l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, la solution pour adoucir, la solution pour remettre les Maliens au travail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui au Mali, 72% des entreprises ne tiennent plus la route, du secteur privé aussi bien que de l'État. Des services publics qui arrêtent pratiquement de fonctionner à 14 heures. Parce que personne ne peut supporter le gasoil ou l'essence dans un groupe électrogène. Et ces groupes électrogènes n'ont même pas vocation à faire comme l'énergie que nous connaissons. Les groupes électrogènes viennent pour pallier à des déficits d'heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, maxi 4 heures. Au-delà, ce n'est plus des groupes qui vont tenir. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, au point où les Maliens en sont, qu'il serait beaucoup plus sage de revoir le contrat de l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Quitte à ce que le jour où nous aurons à disposition Sanakorwa et Safo, qu'on rompt les contrats qu'on a avec eux. Mais pour l'instant, moi, je ne m'amuserai pas à dire que sans l'interconnexion de la Côte d'Ivoire, que nous sortions de l'auberge. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de pas mal de citoyens? C'est vrai que cet état de fait, moi, je l'ai décrié plusieurs fois sur le plateau de Bandé TV, mais est-ce que aussi c'est pas cette volonté de souveraineté qui se lie presque partout, pour dire que, quoi qu'il en soit, on peut faire souffrir, mais on préfère avoir notre électricité. Ouais, effectivement, vous avez raison. Je pense que ces choix, je pense que la plupart des Maliens est d'accord aujourd'hui pour ça. Parce qu'une fois, je pense que Moussa Mara a aussi exprimé la même idée d'aller vers la Côte d'Ivoire et de négocier. Mais je pense qu'il y a un moment où Ouattara aussi, le président Ouattara, a dit qu'il va faire venir RFI et France 24 au Mali. Et je pense qu'il avait promis. Quelle est la preuve? Vous tenez cette assertion de quelle preuve? J'ai lu, je veux dire que j'ai lu. Bon, il se peut que ce que j'ai lu soit erroné, mais je pense que si cela est avéré et que la condition sine qua non qu'il nous donne encore de l'énergie dépend de ça, je pense que, parce que la plupart des Maliens pensent comme ça, que la condition, il faut qu'on aille se soumettre à la Côte d'Ivoire, même certains disent s'agenouiller devant le président Ouattara pour avoir le courant. Bon, le peuple malien est un peuple très fier, tout le monde le sait déjà. Nous sommes un peuple très fiers. Bon, voir la relation entre la France et le président Ouattara, et nous aussi au milieu, je pense que le peuple préfère souffrir qu'aller encore s'agenouiller devant la Côte d'Ivoire, comme le disent certains, et négocier avec le président Ouattara, que la France impose ce qu'il veut sur le Mali par le biais du président Ouattara. Donc je pense que le peuple préfère vraiment rester dans ces conditions précaires. Voilà. Je pense que c'est quand même des vérités que vous avancez à la place des peuples, parce qu'il y a peuple et peuple, évidemment. Sorry, vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec Dion Faga sur la souveraineté même du Mali, qui doit être souverain même au niveau énergétique? Aujourd'hui, ça impacte beaucoup quand même l'économie. Je lui retourne sa question. En quoi négocier impacterait sur la souveraineté d'un pays?
L'interconnexion, ce n'est pas seulement avec le Mali. Il y a d'autres pays qui sont dans le système, mais qui, pour autant, gardent leur souveraineté. Quand il me parle du peuple, de quel peuple s'agit-il? Vous pensez que ce peuple-là va accepter, s'asseoir, souffrir, perdre le travail, parce que le dialogue tendant à faire croire que Alassane Ouattara demande le retour. Bon, ça c'est des débats de propagande qu'on entretient dans les rues. Ça n'a absolument rien à voir. Le Mali doit à la Côte d'Ivoire. À un certain moment, il faut être au moins, je suis clair. À un certain moment, il faut revoir les arrières. La Côte d'Ivoire a de l'argent au Mali par l'interconnexion. Et certains comportements font que la Côte d'Ivoire elle-même se dit, ben tiens, on nous doit de l'argent, donc on doit nous respecter. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté d'un pays. Ça n'a rien à voir. Donc, lier la question de la souveraineté nationale du Mali à l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, je ne vois pas le lien. Dès lors que l'électricité que nous prenons avec eux, nous l'achetons. Donc, en quoi ça impacterait sur la souveraineté du Mali? Est-ce que ça fait que le drapeau du Mali devient le blanc, vert et orange? Non. Est-ce que ça change quoi? En quoi ça change à la souveraineté du Mali? Aller renégocier. Me parler de RFI, je ne comprends pas. C'est des amalgames. Pour un peu compléter, ou même, pourtant on a vu l'un des pays membres de l'AES, le Burkina Faso, IB est quand même parti renégocier. Il est interconnecté. Tout simplement. Vous pensez que aussi c'est une histoire de souveraineté qui s'oppose dans ce cas? Votre avis sur ce fait-là, par exemple? Je pense que ce qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire est différent de ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est tendu entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, même actuellement. C'est différent en fait. C'est différent. En quoi c'est différent? Oui. Depuis l'histoire des mercenaires, on se rappelle encore, où le Mali a tellement fatigué la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien. Et tout le monde le sait. Bon, je ne vais pas dire que tout le monde le sait. Le président Ouattara n'est pas un homme à vouloir se passer attaquer comme ça, mais abandonner comme ça. Il va vouloir s'imposer. Là, quand même, il a ses conditions. Ce n'est pas le fait d'aller demander à ce qu'on soit reconnecté à la Côte d'Ivoire en matière d'énergie. Mais quelles conditions les Maliens auront en face, seront posés à table pour qu'on renégocie encore. Oui, on peut essayer, comme l'a dit, déjà suggéré Moussa Mara, payer déjà d'abord, payer ce que nous devons à la Côte d'Ivoire, ou payer en une partie de ce que nous leur devons, et encore renégocier, et on va payer au fur et à mesure, jusqu'à finir la dette. Là, c'est possible. Mais quelles seront les conditions posées sur la table par la Côte d'Ivoire? Quelles conditions? Mais si on ne part pas déjà en négociation, on ne peut pas savoir quelles sont les conditions. Bon. Et aller en négociation, on peut notamment refuser de poursuivre la négociation, hein, si les conditions ne nous intéressent pas du tout. Voilà. Moi, je crois que il y a beaucoup d'amalgames. On a besoin de l'électricité. Et l'électricité dont on a besoin est en Côte d'Ivoire. Il serait beaucoup plus sage de renégocier les termes de remboursement de ce que nous devons à la Côte d'Ivoire. En ce moment, vous pensez que la Côte d'Ivoire va refuser de l'argent? Non. Ils en ont besoin. Alors, allez renégocier tout ce que vous dites et tout ce que vous débitez. Bon, c'est des débats de rue entretenus et à souhait. À souhait. C'est pour peut-être dire qu'Alassane, c'est le diable. Moi, je ne vois pas Alassane. Je vois l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire qui négocie les termes du contrat. Qu'en dépit de tout, si les Ivoiriens ont 100 milliards avec le Mali, c'est nous qui partons à la négociation. Voilà, nous vous devons cela, mais nous vous payons 30 milliards, 35 milliards, afin que nous ayons l'électricité. Quand vous parlez de souveraineté, cette souveraineté qui fait que vous ne retournez pas en Côte d'Ivoire
renégocier avec les moyens, que va devenir cette souveraineté? On aura tout perdu. Si vous êtes au courant de ce qui se passe dans ce pays, les gens ne travaillent plus. Les gens ne travaillent plus. Est-ce que le fait de ne pas travailler, de ne pas produire, enlève à la souveraineté et renforce l'esprit de la souveraineté, le comportement souverain, que en allant négocier? Par exemple, vous dites non, nous sommes souverains, nous ne partons nulle part. Vous êtes souverain dans l'obscurité. Vous êtes souverain, vos entreprises ne fonctionnent plus. Vous êtes souverain, les élèves étudiants qui étudient à la lumière de l'énergie n'étudient plus. Alors, où va cette souveraineté? À quoi elle va conduire, selon vous? Merci beaucoup, cher collègue. Mais il y a aussi un truc qui saute aux yeux parce que on se demande bien, avec toute cette crise, j'aimerais bien avoir vos approches par rapport à ça. Toutes ces entreprises qui sont en train de fermer, il faut le dire tout simplement, plus de 2000 entreprises, hein, et les derniers chiffres qu'on a pu avoir le mois dernier, nulle part on ne voit un plan d'urgence. Il n'y a pas de plan d'urgence. Oui. Quand on a eu le Covid, il y a eu un plan Covid. Il y a des plans d'urgence, normalement, pour essayer de maintenir le plus que possible, ne serait-ce un minimum de certains secteurs. On a vu le communiqué de l'industrie agroalimentaire de l'eau minérale Diago. Diago, oui. Ça a été une première, hein, depuis que Diago existe, à ma connaissance en tout cas. Comment vous ressentez ça, de ne pas avoir de plan d'urgence venant de l'État? Oui, bon, honnêtement, ça fait mal. Même quand j'ai appris que Boulomba aussi avait le même problème à cause du courant, ça, Boulomba à l'Union Frandiaï, parce que j'ai été là-bas à maintes reprises, je dirais. Franchement, parce que comme ce que vous dites, les gens perdent leur emploi à cause de ça. Bon, parlant du plan d'urgence, comme on l'a toujours dit, le gouvernement est en train d'explorer. Ils sont en train de voir. Voilà, je pense que l'ouverture de ces centres photovoltaïques là, au Melder, la pose des premières pierres, est aussi une avancée en fait. Pour dire que le gouvernement n'est pas là. Bon, je ne suis pas le droit du gouvernement, à vrai dire. Mais je pense quand même que toute difficulté aura une fin en fait. Une fin. Bien pour l'instant, ça ne va pas. La meilleure possible. Ouais. La meilleure possible. Ouais. En tout cas. Par rapport à ce manque de plan d'urgence aujourd'hui au Mali. La ministre de l'Énergie et des Mines, au plus fort de la crise, avait soutenu que le plan d'urgence consisterait à amener des générateurs, à distribuer des kits même, était dit ainsi. Mais depuis, tu as vu une seule entreprise exhiber un kit? Non. Le manque de plan d'urgence va conduire notre pays dans le gouffre. N'ayons pas peur des mots, laissons la propagande de côté, regardons la situation en face. Ce n'est pas luisant. Elle est loin, je parle de la situation énergétique, elle est loin d'être comme on veut le faire croire. Vous avez parlé tantôt du carburant qui devrait transiter par le Niger. Il y a combien de mois de cela? Ouais. Entre le Niger, quels que soient les barrages, les barrières, ce carburant devrait être là maintenant. Il ne l'est pas. Moi, honnêtement, je le place. On peut supposer qu'il était là, mais je pense que ça a été très, très, très insuffisant. On peut supposer qu'il était là. Cela est possible, qu'il n'a pas été suffisant. Maintenant, où ça va nous mener cette absence de plan d'urgence? Parce que moi, je n'en vois pas. J'ai vu la pose de la première pierre. Est-ce là le plan d'urgence? Ça ne peut pas rentrer dans un plan d'urgence en principe. Ça doit plutôt rentrer dans la mise en œuvre des solutions. Et là, la grande question aussi, quand on a pu voir ça, je ne sais pas si vous la partagez, c'est que on a aussi un gros déficit de communication au niveau du ministère en charge de l'énergie. Ça, on le connaît. La pose de la première pierre de ces centrales solaires
à quand on peut avoir une garantie pour dire qu'à telle date précise ou à tel mois précis ou même au-delà de ça, à telle période à peu près pendant l'hivernage, pas l'hivernage, on aura les premières lueurs de cette centrale à pouvoir utiliser. Vous pensez quoi? Moi, je pense que je suis pour ces déficits de communication parce que du moment où ils doivent éviter de faire des fausses promesses, là, je pense que c'est la vérité, c'est mieux vaut se taire que de donner des promesses qu'on ne peut pas tenir. Comme il a une fois dit, on pensait qu'au mois de carême, tout serait mis en œuvre pour mettre fin à la crise. Pendant le mois de carême, bon, ils ont fait de leur mieux quand même, on peut le dire. Mais après, légère amélioration. Voilà, ça s'est amélioré. Certains secteurs, hein, je rappelle ici pour nos téléspectateurs, certains secteurs, pas la totalité. Voilà, donc du coup, je pense qu'on doit éviter de faire des fausses promesses. Autant se taire pour mieux travailler dans le silence. Sorry, vous êtes d'accord avec cette affirmation que autant se taire? Laisser les Maliens dans le flou, peut-être? Est-ce que même en voulant laisser les Maliens dans le flou, ça va continuer, non? Plus ça fait mal, plus ça fait ouvrir les yeux, plus ça fait ouvrir les yeux, plus ça suscite à des réactions. Moi, je veux savoir, à côté de la pose de la première pierre, quand est-ce que les travaux vont exactement commencer pour qu'on puisse parler de la fin des travaux et de la mise en feu, si vous voulez, et de la centrale. La consommation. Voilà. Tout ça, on ne maîtrise absolument rien. On ne maîtrise rien. C'est bien de vivre d'espoir. Mais l'espoir devrait conduire à quoi? À un retour d'une bonne situation. Donc à la fourniture d'électricité. Sanakoroba, par exemple, ça ne peut pas prendre tout le Mali. Même Bamako, peut-être qu'ils vont trouver les moyens de fournir à un certain pourcentage pour que de l'autre côté, les deux puissent faire ensemble. Si cela est possible, tant mieux. Mais comme ça, dans cette situation, j'évite même de croire que tout va entrer dans l'ordre maintenant. Non. On a posé la première pierre. Il faut maintenant commencer les travaux. Ça va prendre combien de temps? Et pendant ce temps, combien d'entreprises vont en pâtir? Voilà l'équation qu'il faut résoudre en amont. Est-ce qu'on a pu comprendre quand même les travaux avaient un petit peu démarré parce qu'on a pu vérifier sur la plateforme du gouvernement comme quoi ce même site, en tout cas cette même localité avait déjà des travaux qui devaient être commencés vers les années 2021. Maintenant, secret de Polichinelle peut-être, on est toujours dans ce même déficit de communication. Qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, avoir comme message? Bon, comme dès le départ, ce que j'avais dit, je pense que peu importe ce que le président est en train de réaliser, je pense que l'État ferait mieux vraiment de s'atteler, de tout mettre en œuvre pour que les gens puissent ouvrir leur entreprise et que les gens aient gagné leur emploi. Franchement, tout le monde souffre de ce problème-là, en fait. La crise, je pense qu'elle s'est fait sentir partout. Et vu le temps aussi, je pense quand même qu'il doit faire vite. Merci beaucoup. En tout cas, on va suivre ça de très près. Hein. C'est vraiment un sujet, un dossier qu'on essaie de suivre de très près pour le bonheur des Maliens. Mais vraiment, il y a un manque criant d'énergie au Mali. On n'arrête pas d'interpeller, on n'arrête pas de tirer les signaux, la sonnette d'alarme pour dire à nos autorités, vraiment, dites quelque chose aux populations qui souffrent réellement de ce manque d'énergie. Nous allons prendre notre deuxième dossier. Il s'agit du fameux mémorandum du M5 RFP tendance Dr Shogel Kokala Maïga en contrepartie avec le communiqué M5 RFP tendance Imam Oumarou Diarra. Le M5 RFP est sans contexte un mouvement qui est connu et reconnu au Mali, mais aujourd'hui
on peut entrevoir un bicéphalisme Oui. entre les Maliens sont un peu même à la limite ébahis, effarés de voir tout ça. Je pense que mes mots ne sont pas peut-être trop forts. Hein? Ouais. Diafango. Oui, non, vous avez raison. Parce que franchement, je pense qu'il n'est pas l'air à la division en réalité. La division actuellement au Mali ne doit pas être d'actualité. Je pense que si même le gouvernement a eu l'idée de mettre, de suspendre les activités politiques des hommes politiques et que ça a réussi parce que même entre eux d'abord, il n'y a pas une entente en réalité. Donc si M5 est un mouvement encore qui est d'actualité, qui est en train de vraiment se manifester et faire des mouvements, et qui aussi se séparent, il y a un problème. À vrai dire. Donc je pense quand même que peu importe, je pense que les tendances doivent revenir au bercail et revenir sur leur base. Vraiment, c'est le peuple a suivi M5FP parce que on croyait à ce mouvement qui allait unifier les Maliens en réalité. Mais s'ils sont encore là dans les divisions, je pense que la situation n'est pas honorante ni pour eux ni pour le peuple. Merci. Oui. Jean Emoté, cher confrère, votre regard en tant que doyen de tout ça, hein, quand même, vous avez pu voir beaucoup de mouvances. Un des doyens, attention, Oui. moi aussi j'ai des doyens en haut. Tout à fait. J'ai des doyens. Je suis gêné, peiné, que le M5 RFP, tendance Choguel Kokala Maïga, élabore un mémorandum mettant en cause la gouvernance, soit jeté en pâture. Alors que ce RFP, qui a au moins le Premier ministre, hein, le chef du gouvernement, pour moi, il ne devrait pas. Même si il se donnait la liberté d'élaborer un mémorandum, rien ne les empêchait de les soumettre au... Vous condamnez l'élaboration du mémorandum dès la base. Honnêtement, je condamne. Ok. Parce que pour moi, il n'y avait pas lieu. Dès lors que vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes dans le même système, vous avez le gouvernement, même si c'est de façon désuète, l'autorité, les deux autorités pouvaient parler du mémorandum, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas été. Mais on s'est surpris un matin de voir des extraits, des brides sur les réseaux sociaux. C'est ce qui me gêne. Honnêtement, c'est ce qui me gêne. Qu'est-ce que vous pensez de contre-communiqué de ce mémorandum, si on peut l'appeler ainsi, de la tendance Imam Oumarou Diarra, parce qu'il n'est pas allé de main morte, hein? En disant quoi? En disant quoi? Évidemment qu'il ne comprenait pas que ce mémorandum fustige la gouvernance de la transition, ce mémorandum qui dit ne pas être d'accord que y ait prolongation de la transition, que les colonels soient promulgués au rang des généraux, voilà. Donc, Choguel a été parmi les signataires des décrets comme quoi on renvoyait quelques membres du MC. Vous pensez que c'est quoi? C'est une guerre? C'est mais chacun... si il y a une guerre, le RFP tendance Choguel qui a favorisé cette guerre quand même, hein, dès lors que le M5 de Choguel était au départ et à l'arrivée du dialogue intermalien, dans lequel dialogue on a parlé de tout ça, n'est-ce pas? J'aurais préféré que le RFP, tendance Choguel, alerte les autorités. Je vais parler des colonels sur leur position par rapport à la proposition de nomination des colonels au grade des généraux. Tout ça là aurait pu être discuté, hein, entre le RFP et l'autre parti qui gouverne. Mais comment ça aurait été possible? Parce qu'il est dit que les recommandations du dialogue viennent des populations, de la population. Comment ça aurait été possible?
c'est pas une discussion entre deux entités, c'est une discussion nationale. En tous les cas, je souhaite que les colonels ferment les yeux sur certaines recommandations du dialogue intermalien. Lesquelles? Par exemple, ce n'est pas aux participants d'un dialogue de demander la nomination au grade de général des colonels qui gouvernent le pays. C'est gênant. Nous sommes dans une structure très bien structurée, l'armée. Tout le monde sait que les militaires au pouvoir font de leur mieux. Ils font de leur mieux. Le moment venu, qui doit être général le sera. Mais que des représentants, des représentants se donnent l'autorité ou se donnent le pouvoir d'aller à ce niveau. Moi, j'aurais aimé de ce dialogue intermalien qu'on parle des vrais problèmes des Maliens. Les vrais problèmes des Maliens. Il y a l'électricité, il y a les difficultés à la cherté de la vie. J'aurais aimé voir ça dans le dialogue intermalien. Mais ce qu'on a vu, d'accord, on a insisté sur la sécurité. N'est-ce pas? Ça a été bien discuté, des propositions ont été faites dans ce sens, sur la sécurité. C'est de bonne guerre. Ensuite, quelle autre recommandation avait été faite qui n'était pas là? La prolongation de la transition? Bon, on aurait dit juste dire que, bon... la possible présentation de candidature du... Voilà une façon de mettre... Parce que le retour n'a pas été agréable. En ce que les Maliens, beaucoup de Maliens ont compris que ce dialogue intermalien visait essentiellement la prolongation de la transition. Mais je souhaite encore une fois que la sagesse habite Assimi et ses camarades à fermer les yeux sur cette prolongation. Pour revenir au mémorandum, c'est exactement ce que le mémorandum fustige là-dessus. Donc pour vous, c'était vraiment un faux pas. Un faux pas qu'il faut peut-être pardonner ou pas. Quoi, par exemple Le mémorandum, en gros. Moi, je n'ai pas aimé l'esprit du mémorandum. L'esprit ou juste... L'esprit, ok. Pour moi, le RFP, c'est le RFP, non? Le M5 RFP. Le M5 RFP aurait dû, même après les conclusions du dialogue intermalien, discuter profondément avec les autorités de la République. Parce qu'il n'y a pas de mur entre le gouvernement incarné par le président du comité stratégique du M5 RFP et le sommet, le président Assimi Goïta. Ils auraient pu quand même avoir des entretiens plutôt que de fustiger. Vous êtes là-dedans, ce qui se passe entre vous, vous le fustigez. Ça ne se comprend pas. J'aurais préféré que l'aile du M5 RFP quitte le gouvernement au lendemain même et de la clôture des travaux. Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec les recommandations. Alors nous préférons nous en éloigner. En rendant le tablier tout simplement. Mais est-ce que ça valait le coup de faire un mémorandum, de le balancer sur les réseaux sociaux? Pour moi, c'est gênant. Il y a aussi l'arrestation, pas des moindres, quand même un membre du M5 RFP, le vice-président M. Bouba Traoré. Actuellement, votre peut-être regard assez subtil par rapport à ça? Bon, et par rapport à cette arrestation, je pense quand même que c'est la justice qui sait pourquoi on l'a arrêté. Voilà, je ne pense pas pouvoir dire davantage sur ça. Ouais. D'accord. Oui. Et vous, Sori? Vous pensez que en arrêtant et en mettant sous mandat de dépôt Boubacar Traoré, qui est un très proche de Choguel, il est chargé de mission
la primature, peut épargner Choguel lui-même? C'est la grande question aujourd'hui. Comment on peut arrêter Boubacar Traoré qui aurait validé et signé le mémorandum et que le président lui-même, normalement, qu'il soit l'initiateur du mémorandum ou pas, laisse passer sans avoir son avis. Oui ou non, Choguel, le Premier ministre, son Excellence Choguel Maïga, oui ou non, a participé à ça. Est-ce que ça a été fait sur son dos? Je ne le pense pas. Alors, quel sera le sort de Choguel après la mise sous mandat de dépôt de Boubacar Traoré? Revenons au mouvement du M5 RFP, tendance Choguel, tendance Imam Oumarou Diarra. Est-ce qu'on peut dire que le divorce est réellement consommé dans le cas vous avez par exemple dit que vous êtes peiné de voir qu'ils se séparent. Vous pensez qu'ils peuvent se remettre ensemble? Qu'est-ce qui est faisable pour se remettre ensemble? Oui, je pense que quand les hommes se mettent ensemble, viennent, se réunissent, communiquer, dialoguer entre eux, il y aura une solution. Communiquer, dialoguer est la meilleure solution. La seule porte possible, vraiment pour faire revenir les deux camps ensemble. Oui. Sorry, oui. Mon confrère, vous pensez qu'il y a possibilité de les réunir encore une fois pour votre... À partir de quoi? Ah, c'est la grande question. De ce mémorandum? Mais, écoutez. Non, les deux parties, en gros. Maintenant, avec le mémorandum, ça complique un peu les choses, c'est vrai. Je vais dire une chose. La semence, n'est-ce pas? Ou c'est l'imam Oumarou Diko ou bien l'imam... Non, l'imam Oumarou Diarra. C'est pas Diko. Je ne pense pas. En ce moment précis, qu'est-ce qu'il nous dit? Que l'imam Oumarou et sa troupe ne cherchent pas la faille pour entrer. Vous pensez qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé entre eux, qu'après ce mémorandum, que l'imam Oumarou et ses camarades de l'autre côté du Donc, quelle projection alors on peut avoir avec ce bicéphalisme alors? L'imam se fait comprendre qu'il est le président du mouvement. Dr Choguel Kokala Maïga est aussi à la tête du mouvement étant président. Et du comité stratégique. Et du comité stratégique. Quelle projection on peut avoir? Et on va terminer ce chapitre. Après le mémorandum, moi je crois, c'est Oumarou, la tendance Oumarou qui va chercher à prendre la place de la tendance Choguel. C'est tout ce qu'il reste à faire. Parce que on ne fait pas de la politique pour faire des yeux doigts à des gens, mais c'est pour prendre le pouvoir. C'est le moment maintenant pour Oumarou, RFP Oumarou, Imam Oumarou, de s'activer, certainement qu'ils sont déjà, si je ne m'abuse, à reprendre là où le mémorandum a laissé l'autre M5 RFP. Vous pensez que Choguel va aussi se laisser faire aussi facilement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'il a le choix? Je ne pense pas. Je ne dis pas que Choguel est coupable ou qu'il fasse partie d'un complot quelconque. Mais ce qui est sûr, si Choguel se surprendrait de la publication de ce mémorandum où il irait patte blanche, alors c'est le moment, n'est-ce pas, de le dire. S'il ne le dit pas, alors il y a problème. Il y a problème. D'accord, ce chapitre, on le met de côté. Voilà, c'est l'actualité du moment. On verra bien ce que ça va donner. Il faut aussi rappeler ici à nos téléspectateurs que le mouvement du M5 RFP est le mouvement qui a été même le mouvement de départ de cette transition, parce que c'est elle qui a battu le pavé et faire en sorte que la tendance puisse se renverser par la finalisation avec les colonels. Les colonels, effectivement. C'est pourquoi j'ai dit au départ, le peuple a beaucoup cru
à ce mouvement-là, M5RFP. Donc, ils ne sont pas un mouvement le moindre actuellement. Je pense que même politiquement, ce sont ceux qui sont même qui peuvent mener des actions comme ça. Je pense qu'il ferait mieux quand même, franchement, de revenir à la base, d'être encore ce mouvement qu'on a cru dès le départ. Maintenant, aller se mettre à la division, à la scission des mouvements, je pense qu'avoir des, comme vous l'avez dit, les bicéphalismes, je pense que ce n'est pas le moment en réalité. D'accord. C'est pas le moment. Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Nos dossiers nationaux sont terminés pour aujourd'hui. Nous avons un dossier de la région. Il s'agit du Burkina Faso qui a organisé le 26 mai dernier les assises nationales sur la suite de la transition. Au sortir de cette assise qui a duré juste une journée, il y a eu des recommandations, notamment le président de la transition devient président du Faso. La durée de la transition qui se fera de 60 mois en plus à partir du 2 juillet 2024. Et ils sont candidats potentiels possibles pour les élections prochaines. Je ne vais pas déballer évidemment toutes ces recommandations qui ont été décidées par le peuple burkinabé. Votre avis sur cela, est-ce qu'on peut transposer avec le dîme malien? Bon, je pense que la situation entre le Mali et le Burkina n'est pas tellement différente en fait. D'accord, donc les deux pays sont tous des pays qui vivent un moment sous transition. Bon, en ce qui concerne les recommandations des assises, le peuple est un peuple souverain. Voilà, c'est un peuple souverain, un peuple très brave. Donc s'ils pensent, ou s'ils croient que le président Ibrahim Traoré est en train de faire leurs affaires et qu'ils préfèrent qu'il continue à prendre les rênes du pays, je pense qu'ils ont leurs raisons. D'accord, c'est le peuple qui décide cela. Oui, effectivement. Sorry, votre avis? Bien, et au Burkina, c'est un peu différent du Mali, parce qu'ici, on a 5 colonels. On parle de 5 colonels. Donc il y a toujours la concertation entre eux et pour prendre finalement une décision entre eux, une décision qui impacterait la vie des Maliens, n'est-ce pas? Au Burkina, c'est un seul homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Et le dialogue ou les assises nationales. Assises nationales sur la suite de la transition. Voilà. Ces assises ont fait des édouts au capitaine Ibrahim Traoré. S'il est conseiller, s'il a des conseils politiques ou des conseils de sages, parce qu'on va où? C'est un autre régime à la Blaise Compaoré qui sort, n'est-ce pas? Il est seul avec sa troupe, il a le pouvoir. Ce pouvoir est adoubé par un truc, je crois, par une assise nationale qui le renforce, qui fait de lui un président de la République. Or, un président de la République, c'est toujours à l'issue d'un scrutin présidentiel qui fait d'un homme président de la République. Si les Burkinabés ont trouvé mieux que l'élection présidentielle, en nommant directement le chef de la transition, président de la République, je crains qu'on ne court au chemin de Blaise Compaoré. Il est là, il va faire 5 ans. Peut-être qu'on va encore appeler des assises nationales. Il va faire 5 ans encore. Et lorsqu'il sera question d'élection, il va faire 2 mandats. C'est pratiquement du Blaise Compaoré. C'est du Blaise Compaoré qui est en gestation au Burkina Faso. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut craindre pour le peuple burkinabé? Qu'est-ce qu'il faut craindre? Est-ce que c'est vraiment le peuple burkinabé qui a parlé? Toute la question est là. C'est un militaire qui est entouré des militaires. L'histoire du Burkina Faso est connue. C'est des militaires. Vous savez, au Burkina Faso, depuis 1966 jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu plus de 2 présidents civils.
si je ne m'abuse. Et Maurice Yamigo, qui a été renversé, président légalement élu, qui a été renversé par Sangoulé Lamizana, le chef d'état-major. C'est allé comme ça. Le deuxième, c'est Roch Marc Christian Kaboré. Il n'y a pas eu d'autres présidents civils au Burkina, ce sont les militaires qui se sont succédés. Maintenant, où est-ce que cette nomination de Ibrahima Traoré va le mener lui-même? C'est toute la question. Maintenant, il est peut-être heureux d'être président de la République, chef suprême des armées, comme on l'a dit. Je suivais un débat hier soir sur BF1. C'était ça. Mais où est-ce que ça va le mener? On parle de la guerre, que le pays est en guerre. Et d'ici les 5 prochaines années, s'il n'arrivait pas à finir avec la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Je suis très inquiet. C'est ce qui a été reproché à son prédécesseur d'ailleurs, hein, un petit peu. Et Damiba. Je crois que Damiba a souffert de ça. Vous savez, les gens qui sont autour du pouvoir, ils disent jamais au tenant du pouvoir, non, ça c'est pas bon. On lui dit toujours, c'est bien, si vous faites ça, c'est bon. Parce qu'on veut rester aux côtés du président. Mais je ne jure de rien sur l'avenir du président Ibrahim Traoré. Il peut faire les 5 ans, mais après les 5 ans. D'accord. Chez eux aussi, il y a eu la suspension des partis politiques. Et cette fameuse assise, les politiciens n'ont pas non plus participé à cela. Et ils ont même annoncé que dorénavant, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a plus de quotas. Ce serait 12 personnes qui vont désormais représenter les partis politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos approches, c'est pour dire que la démocratie, elle Mise entre parenthèses? Oui. Oui, absolument. On peut plus parler de démocratie. Non. La démocratie suppose une compétition entre des partis politiques, entre des hommes. La présidence de la République, c'est un homme, non? C'est des hommes qui viennent, qui montrent au suffrage du peuple. Ensuite, les députés, il y a des indépendants quelquefois, hein. Mais c'est les mêmes partis politiques aussi qui concourent au suffrage. Si ce n'est pas le cas, 12 personnes, oui, c'est 12 personnes, non? C'est ça. D'où vont-elles sortir, ces 12 personnes? Elles viendront d'où? Nommez pas le président. Comment est-ce qu'ils vont trouver? Quel est le calcul qu'ils vont faire pour trouver les 12? Je suis très inquiet pour le Burkina. Je suis très inquiet. D'accord. Je suis très inquiet. On va rester toujours au Burkina. Il y a quand même aussi pas mal de discussions concernant ces assises, concernant l'approche du président IB pour donner juste le diminutif de son nom, Ibrahim Traoré. Comme quoi c'est un président qui communique beaucoup et qui est arrivé à fédérer la population, notamment avec cette contribution des Burkinabés, l'effort de guerre. Est-ce que c'est pas cela aussi qui a donné plus de, je dirais pas légitimité, mais du poids à IB? Oui, c'est vrai, parce qu'il faut le dire, franchement, c'est ça qui moi-même, je me plains un peu de notre président ici au Mali. Lui, il communique très peu. Mais IB, actuellement là où nous sommes, il parvient à galvaniser le peuple burkinabé. Donc, qu'il peut même ait voulu le nommer président de la République, je pense que ce qu'il fait est vraiment salutaire pour le peuple. Même l'espoir fait vivre. Le peuple aujourd'hui croit en lui. Pourquoi? Parce qu'il communique. On le voit à la télé, on le voit avec les femmes qui balayent les rues, on le voit devant les étudiants, partout il est là. Et c'est ce dont le peuple a besoin en temps de crise. Tout le temps, on voit sur les médias étrangers, les pays souffrent, il y a ces problèmes. Et souvent aussi, les présidents doivent sortir, dire que oui, c'est vrai, il y a ces problèmes-là, mais on fait ça aussi. Même la crise énergétique, là, comme on l'a juste dit au Mali, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication parce qu'on communique très peu là-dessus que la crise persiste et
dans ces talents, le pessimisme est cultivé aussi. Voilà, donc au Burkina, quand même, IB, c'est quelqu'un qui parle, qui est là avec le peuple, on le voit partout. Et étant président aussi, il faut souvent communiquer avec le peuple. Sentir que le peuple doit sentir aussi que le président est là pour nous et avec nous. Voilà, c'est sa force. So, vous pensez que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour nous, les Maliens? Le contexte est différent. Je vais revenir encore. Ibrahim Traoré est seul. Reste sa troupe. Il a renversé le régime d'Amiba. Ici au Mali, c'est les mouvements sociaux, et M5, RFP et autres, qui ont mis à rude épreuve le régime du président Ibeka. Et l'armée républicaine ne laisse pas le pouvoir dans la rue. Et à la sortie, on a vu 5 colonels. Donc peut-être, certainement, chacun a un rôle à jouer, même si on ne communique pas dessus. Donc c'est différent. Il peut faire ce qu'il veut. Mais vous pensez que le président Assimi peut faire ce qu'il veut? Mais est-ce qu'il communique aussi? Et s'il ne trouve pas d'opportunité, il peut ne pas trouver l'opportunité de sortir parce que tout le monde n'a pas la parole. Il peut la créer au moins. D'accord, cela est possible. Mais moi je dis toujours que les deux sont différents. Ah, ça c'est clair. Alors, notre invité, comme je le disais, téléspectateur de Mandé TV, Monsieur Oumar Dianfaga, plutôt, excusez-moi, est le président des enseignants du secteur privé. Monsieur Dianfaga, de quoi il s'agit, cette association? Bon, il s'agit d'une association qui est née d'une crise sans précédent, je le dirais, parce que là où nous sommes, pendant, bon, je peux dire depuis 1994 jusqu'à présent, l'État s'est contenté de donner, je ne sais pas, d'autoriser la création des écoles privées sans pourtant s'intéresser, s'impliquer résolument de ce qui se passe dans ces écoles-là. Donc là où nous sommes, les enseignants sont au bord du gouffre, franchement. Donc, comme je dis tout le temps aux gens, moi seul crier ici, passer par là, ne peut rien résoudre. C'est pourquoi j'ai appelé des camarades qui ont aussi appelé leurs camarades. Donc nous sommes mis ensemble. Et comme on nous faisait courage et que j'ose croire encore, cette transition, ce sera un Mali nouveau qui va avoir les jours. Donc je pense qu'un Mali nouveau avec une école dans ces situations. Quelles sont vos revendications? Bon, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce que la souffrance est franchement à la taille des revendications. Parce que là où nous sommes, nous n'avons aucun droit. Ce qui est le plus déplorable est qu'il n'y a pas de texte législatif qui est là en place pour définir le rôle, les droits et les devoirs de l'enseignant. L'enseignant en tant que tel ou l'enseignant du secteur privé? L'enseignant du secteur privé, je dirais. Ok, d'accord. Voilà, parce que je suis là pour cet aspect-là. Donc, s'il faut juste faire une formation et puis chômer encore, parce que chômer même souvent est mieux que de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, parce que là où nous sommes allés travailler tous les jours et puis revenir à la maison, bredouille, c'est pas plaisant pour tout le monde. Surtout des parents ont investi en nous. Et actuellement, nous avons l'âge de retourner, je dirais, de prendre ces plans là. Si nous aussi, nous sommes encore dans cette situation comme au départ, je pense que c'est vraiment précaire. Je pense qu'il serait quand même intéressant de nous donner un peu quelques points de nos revendications pour nos téléspectateurs. Donc, pour nous, je pense que le tout se résume à la mise en place et à mise en vigueur d'une convention collective. Donc, je pense que, parce que là où nous sommes, les enseignants même qui enseignent dans les écoles catholiques, qui sont parapubliques, sont mieux que nous grâce à une convention collective entre l'Église et l'État. Voilà, donc c'est ce qu'il faut aussi, parce que là où nous sommes, aucun enseignant du privé, je dirais privé parce qu'il y a deux types de privés en fait, d'écoles privées. Il y a les écoles 100% privées et des écoles semi-privées en réalité, ce qui fonctionne sur la subvention de l'État. Voilà, je parle de ces privés-là. Donc là-bas, les enseignants ne sont pas dans les conditions qu'il faut pour enseigner dans les bonnes conditions en réalité. Parce que là où nous sommes, s'il faut travailler à 35 000 francs par mois, c'est un salaire vraiment dérisoire. Qui peut imaginer un chef de famille ici, vivre avec un salaire de 35 000 francs par mois?
35 000. Vraiment, le problème est là. Et nous qui sommes des spécialistes, qui sont payés par émargement, en temps normal, si moi j'ai le même diplôme qu'un collègue qui est fonctionnaire, je pense que nous faisons le même travail et nous avons droit au même salaire. Bon, eux, on les paye les aides supplémentaires à 2000 francs. Or, moi, je travaille dans l'année à 1250 francs, à 1000 francs l'heure. Donc, entre nous, le fossé est très grand. Le fossé est grand, franchement. Donc, tout ça, plus la façon dont on nous traite, dont on nous licencie, vraiment, la situation est précaire. D'accord, vous demandez plus de protection. Moti, oui. Sorry, allez-y. Monsieur le Président, oui. Et depuis quand votre association existe? Et depuis le 1er mai. Ce 1er mai? Oui, non, 2023. 2023. Voilà, nous avons à peine un an. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez eu des discussions avec la fêtière? Oui, beaucoup, parce que avant nous, il y avait 2 syndicats déjà en place et que nous avons démarché parce que là où nous sommes même menacés de nous syndiquer en réalité. Pour pouvoir créer un syndicat, il faut être d'abord protégé par le Code du travail qui demande ça en fait. Donc, toi qui n'as pas un contrat, celui qui travaille par heure, tout de suite, moi je vais finir d'enseigner ici mes 2 heures là. En rentrant dans la maison, on m'appelle M. Forat, donc je ne reviens plus ici. Peu importe la raison, ils ont raison. Donc, c'est pourquoi on a démarché les syndicats d'abord pour donner à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ils ont entamé une lutte qui n'a pas abouti. Et ensuite, je pense qu'on a parlé aussi même de parents d'élèves en réalité. Des parents d'élèves, même de l'AEPAM, on a démarché beaucoup de personnes. Mais est-ce que vous avez eu des discussions avec, on dirait, et entre guillemets, la tendance Modibo Kane Doumbia? Oui. Bon, avec cette tendance-là, on avait calé un rendez-vous, à vrai dire honnêtement, et je l'ai eu en personne. Il vient me recevoir à Bako Dikoroni. Mais juste la veille, on a un camarade qui a rendu l'âme en fait. Voilà, sinon, on a parlé avec Tendance et Marassiri et puis les Boulkassou. Il y a combien de syndicats et comment il s'appelle? Modibo Kane Doumbia dirige combien de groupements? Bon, là, il y a pratiquement en tout cas, je pense qu'il y a une dizaine. N'est-ce pas? Voilà, et entre eux aussi, parce que bon, Bedi Laipam est le groupement mère de tout ça. Entre eux, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas marché en fait. Donc il y a des frustrations, donc chacun est allé un peu de son côté. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez réellement? Un changement radical. Un changement radical dans nos conditions de travail et de vie. Vous l'avez proposé au syndicat et du président Modibo Kane? Oui, même au CNT. Modibo Kane, quand même, pour l'instant, on n'a pas parlé avec lui en personne. Vous? On n'a pas parlé avec lui en personne. personne. Vous ne le rencontrez pas? Oui, si. Parce que nous aussi, c'est pendant les vacances qu'on peut tellement nous mouver aussi. Parce qu'avec la rentrée, si tout de suite on me voit à la télé aujourd'hui, en train de parler de ça, si j'ai un promoteur frustré, il peut m'appeler une fois, tu as parlé de nous à la télé. Donc, franchement, je pense qu'il y a une idée qui tend vers de créer un syndicat dans mon école. Donc, viens plus ici. Donc, ce qui fait que les uns et les autres ont peur de parler pendant ces temps-ci. Pendant les vacances, si on te dit de ne plus venir, tu as le temps de fournir encore des dossiers à d'autres écoles. Mais si c'est au milieu des comme ça et qu'on te remercie, tu as des problèmes. Mais comment vous allez revendiquer vos droits avec cet handicap qui est assez flagrant? Voilà, donc c'est pourquoi nous avons préféré aller plaider auprès de l'État. Parce que l'État, je pense qu'il reste le seul maître du bord éducation au Mali ici. Même si on sent que l'État est faible quelque part face aux promoteurs. C'est pourquoi le 25 septembre, on a été reçu au CNT, là où on a parlé avec la commission éducation de Magma Gabriel et puis de Arama Fomba, qui nous ont réussi et qui ont fait de leur mieux pour nous. Parce que ils disent qu'ils peuvent bien nous promettre. Quand même, envoyer les messages au président et faire tout ça, ouais. Vous avez un bureau de combien de personnes? Donc, dans les bureaux, nous sommes à peu près 25 comme ça. Une trentaine. Parce qu'il y a des membres qui voyagent. Certains, souvent, sont là comme ça. Attention, et demain, à cette même place, oui, peut-être Modibo Kane Doumbia pourrait être là demain. Oui. Avant,
Oui. Dites-nous, quelle est la véritable motivation qui vous a amené à créer ce bureau parallèle, si j'ose le dire? Un bureau parallèle, c'est-à-dire? Votre mouvement est un bureau parallèle parce Par rapport à une excroissance et du syndicat de Modibokan. Non, et je pense que vous ne comprenez pas un peu. Ils sont les promoteurs, eux, nous, les enseignants. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je ne pense pas que nous avons le même statut. Vous n'en avez pas. Voilà. Donc, dans l'école, quand on dit dans les écoles, on a le promoteur, l'administration et le personnel. Voilà. Maintenant, Donc, oui. maintenant, si je veux bien comprendre, Oui. vous vous battez pour votre existence, Oui. l'existence des enseignants de votre catégorie. Oui. Pas catégorie, Plutôt quand on les dit droits catégorie, salariales. Les droits salariales. salariale et surtout des conditions surtout. Parce que même si tu as un bon salaire et que ce n'est pas irrégulier, ça ne sert à rien en fait. Donc, Quelles sont les actions que vous allez mener dans les jours à venir, que vous pensez mener, parce que bientôt la fin de l'année scolaire, oui. et vous venez de faire comprendre que c'est plutôt pendant les vacances scolaires que vous menez beaucoup d'actions pour faire changer les choses. Effectivement. Quelles sont les actions? Donc, nous avons tapé à des portes et nous allons continuer encore à taper. Là, c'est sûr et certain, parce que pour nous, c'est la seule voie en fait. Parce que là où nous sommes, comme j'ai dit une fois, et nous sommes pratiquement à 12 mois, à 2 ans sans salaire. ouais, À 2 ans sans salaire. c'est beaucoup. Bon, pour les écoles qui se sont débrouillées beaucoup mieux, on est enseignant à 7 mois pour dire seulement l'année scolaire 2023-2024. Sans salaire. Sinon, d'autres sont avec l'année scolaire 2022-2023 encore sans salaire. Et quand on parle aux promoteurs, ils nous disent que l'État n'a pas encore versé les subventions de l'année passée. Alors, en clair, Oui. ces professeurs ne sont pas payés parce que les établissements scolaires n'ont pas reçu leurs subventions. Voilà, c'est ce qu'on nous dit quand même. Ou bien c'est ce qu'on nous fait croire. Parce que certains disent quand même que les promoteurs ne sont pas tellement clairs dans cette affaire-là. On a vu le rapport de l'OCLEI, n'est-ce pas? On a parlé des fausses écoles, avec des écoles qui marchent avec des faux dossiers, tout ça. Il y a certains promoteurs qui sont compromis dans cette situation. Donc, eux, ils sont tenus à ouvrir comme ça. Donc, pour ne pas fermer dans les jours à venir. Donc, autant se débattre comme ça, maintenir les enseignants en classe, que fermer comme ça et ensuite aller répondre devant la justice. Voilà. Donc, ce qui fait que la situation est un peu confuse, même pour nous. D'accord, merci Oui. beaucoup. Sorry, si vous avez une dernière question. Bien, La toute dernière. aujourd'hui, Oui. vous êtes allé au CNT. Oui. Vous êtes allé au département. Votre département. Et malheureusement, il n'est pas pour nous. L'État n'a aucun département axé sur les écoles privées. L'État n'a Mais de l'enseignement, au moins. Aucun. Vous ne De pouvez l'enseignement, pas- mais de l'enseignement maintenant. Je pense quand même que le rôle de l'OCLEI est assez édifiant là-dessus. Moi, personnellement, bon, en tant que président de l'association, on a envoyé 3 lettres au ministre de l'Éducation. Depuis au temps de l'ex-ministre de l'Éducation, on n'a pas eu d'écho. Par contre, si j'envoie tout de suite une lettre, peut-être au ministre de l'Éducation territoriale, là-bas on est reçu. Et quand on parle, bon, on vient parce qu'on n'a pas d'accès à notre ministre même, parce que tout le temps on lui envoie des messages, on ne répond pas. Donc lui va dire, ok, donc vraiment je vous ai entendu, je vais lui parler, bon, vous voyez. Donc on n'a pas été reçu là-bas. Et sinon on a envoyé des correspondances pour être reçu et entendu, écouter là-bas, non. D'accord. Merci beaucoup, téléspectateurs. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Monsieur Dion-Faga, Oui. quel sera votre mot de la fin en guise de revoir? Bon, le mot de la fin, c'est, je pense qu'il est temps pour l'État de penser à cette situation. Les parents se plaignent que le niveau de leurs enfants baisse du jour au lendemain. Les parents doivent savoir qu'en classe, il y a des enseignants qui vivent très mal en fait. Comment un enseignant qui pense à son enfant malade, sa femme malade, à un parent malade, peut être performant en classe? C'est compliqué. Donc je pense que les vraies victimes, comme l'a dit une fois mon collègue ici, ce sont les enfants. Et nous, c'est vrai, nous souffrons de la situation. Mais les victimes, ce sont les enfants d'abord. Donc les parents d'élèves, l'État, les promoteurs doivent vraiment mettre fin à cette crise-là pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions avec des enseignants sereins. À défaut de ça, l'école va encore souffrir davantage.
C'est sûr et certain. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ouma Dionfaga. Je vous en prie. Il est le président des enseignants du secteur privé. Monsieur Dionfaga, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. D'être Vraiment, sur ce plateau. merci de m'avoir invité. Merci. C'est un honneur, oui. Alors, chers collègues doyens de la presse, Sori Aïdara dit Sori de Moti. On se dit à une autre fois, sûrement. Oui, à une autre. Merci beaucoup. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Merci beaucoup d'avoir fait ce décryptage sur ce plateau-là. On remercie énormément nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde et surtout ceux qui vont sur la page Facebook Mandé TV Reflet du Mali. Restez toujours connectés et ne quittez pas les ondes de Mandé TV. On se dit à la prochaine. Merci.